Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode hors série du podcast Je découvre le monde du meublé qui sera consacré à un document qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le début de l'été, à savoir le rapport sur la fiscalité locative dirigé par la députée Anna Higlemer qui a été rendu public dans les premiers jours du mois de juillet 2024. Pour la rentrée, nous prenons le temps, dans cet épisode grand format, de faire le point sur ce rapport afin de faire toute la lumière sur son contenu, mais également de relativiser son éventuel impact. Commençons donc par expliquer ce qu'est en réalité ce rapport Lemer. Et pour cela, il nous faut remonter à l'année 2023 et à une proposition de loi dont celles et ceux qui suivent l'actualité de la location meublée ont toutes les chances d'avoir déjà entendu parler, la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. Si nous n'allons pas nous attarder sur le contenu de ce texte, d'une part parce qu'il n'a pas encore été voté dans sa version définitive, et d'autre part parce que nous y consacrons déjà une bonne partie de notre premier épisode hors série, sorti début juillet et intitulé « La fiscalité des meublés de tourisme, où en est-on ?», que nous vous recommandons d'écouter si ce n'est pas déjà fait, nous allons tout de même retenir deux éléments importants pour la compréhension de ce qui va suivre. Le premier élément est celui du contexte. Comme son nom l'indique, cette proposition de loi s'inscrit dans un paysage de la location particulièrement tendu dans certaines parties du territoire français. Or, la location saisonnière a été souvent pointée du doigt comme l'une des causes principales de ce déséquilibre, ce qui a justement donné naissance à cette proposition de loi qui vise uniquement l'activité de location saisonnière du point de vue réglementaire et, dans une moindre mesure, fiscale. Fin 2023, cette proposition, qui avait vu le jour en avril de la même année, n'avait pas encore été votée par l'Assemblée nationale ou le Sénat, puisque ces votes ont eu lieu courant 2024. Pourtant, elle a très certainement influencé les débats autour du contenu de la loi de finances 2024 qui ont eu lieu fin 2023. Et c'est justement à ce moment que, le 15 novembre 2023, Elisabeth Borne, alors première ministre, a chargé la députée Anna Higlemer d'une mission temporaire ayant pour objet les évolutions possibles de la fiscalité locative, mission qui lui est confirmée en janvier 2024 par Gabriel Attal, tout juste nommé Premier ministre. Le deuxième élément est justement la personne nommée à la tête de cette mission, à savoir la députée Anna Higlemer, qui est également l'architecte, avec le député Iñaki Neschaniz, de la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. Et il est capital de garder cette information en tête, car elle a son importance, nous y reviendrons plus tard. Ce rapport a donc été rédigé dans les premiers mois de l'année 2024 et achevé en mai, avant d'être rendu public au début du mois de juillet. Or, il convient ici de prendre le temps de faire un point sur la nature de ce texte, dont la publication a créé une véritable onde de choc dans le milieu de la location meublée, à tel point que l'on pourrait se méprendre sur sa portée effective, du moins en l'état. En effet, le but d'un rapport est avant tout de réunir des informations, par le biais d'auditions ou d'études par exemple, et de formuler des pistes de réflexion ainsi que des propositions en vue d'un éventuel changement dans la législation. Il ne s'agit donc aucunement d'une proposition de loi, ni même d'un texte qui puisse être rattaché à un parti politique dans son intégralité. D'autant que la commande d'un rapport n'a pas vocation à automatiquement déboucher sur un changement dans la législation, comme en témoigne l'existence d'un précédent rapport sur le même sujet, établi en 2016 et qui n'avait pas été suivi d'une quelconque proposition de loi. Pour autant, il est compréhensible que ce rapport ait fait réagir, au vu de son contenu, que nous allons maintenant vous présenter. Les propositions de réforme de la fiscalité locative présentes dans ce rapport se distinguent en deux catégories, que sont les propositions générales, puis les scénarios de réforme. Du côté des propositions générales, celles contenues dans ce rapport ne visent que les loueurs en meublé non professionnels, ou LMNP, les loueurs en meublé professionnels, ou LMP, n'étant pas concernés par ces dispositions. Il est ainsi proposé, premièrement, de rehausser le seuil de recettes utilisé pour apprécier l'appartenance au statut LMNP ou LMP à 30 000 €, contre 23 000 € actuellement. Il s'agirait donc de rendre l'accès au statut de LMP plus difficile, puisque, rappelons-le, les LMP ne sont pas concernés par les changements contenus dans ce rapport. Deuxièmement, et dans le même sens, les revenus de capitaux mobiliers seraient intégrés dans le montant total des autres revenus pris en compte pour départager le statut LMNP ou LMP du loueur. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec les conditions d'obtention de chaque statut, n'hésitez pas à écouter notre podcast de cet été sur les différences entre les statuts de LMNP et LMP. Troisièmement,
et ce afin d'éviter que certains contribuables qui, d'une année sur l'autre, pourraient changer de statut soient soumis à trop d'instabilité, un changement de régime ne pourrait être adopté qu'après 2 dépassements consécutifs du seuil. Enfin, il s'agirait de créer un régime micro commun aux locations vides et meublées avec un plafond de 30 000 € de recettes. Rappelons-le, aujourd'hui le plafond de recettes du régime micro-foncier, donc pour les locations vides, est de 15 000 €, et celui micro-BIC, donc en location meublée, est de 77 700 €, du moins pour une activité de location meublée de longue durée. Tout dépassement de ce seuil entraînerait un passage forcé au régime réel d'imposition, comme c'est déjà d'ailleurs le cas en location nue comme meublée. À ces propositions générales s'ajoutent 5 scénarios de réforme qui constituent autant de pistes de réflexion que proposent les rédacteurs de ce rapport afin de réformer la fiscalité locative. Les 4 premiers scénarios, soit les scénarios 1, 1 bis, 2 et 2 bis, proposent tous de supprimer l'appartenance des LMNP à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux afin qu'ils soient imposés au titre des bénéfices fonciers et de supprimer l'amortissement au régime réel. Quant au régime micro-commun pour la location vide et la location meublée que ce rapport propose d'instituer, c'est sur ces modalités que les scénarios diffèrent en fixant des taux d'abattement différents. Le scénario 1 propose ainsi un taux d'abattement de 40% pour ce régime micro-commun, tandis que le scénario 1 bis se montre un peu plus généreux avec un taux d'abattement de 50% pour tous les loueurs. Le scénario 2 propose, quant à lui, d'introduire une distinction entre les locations de longue durée, qu'elles soient nues ou meublées, et les locations de courte durée, qui, elles, ne pourraient être que des locations meublées. L'abattement pour ce régime micro-commun serait donc de 40% pour la location meublée et de 30% pour la courte durée. À nouveau, le scénario 2 bis se montre un peu plus généreux avec la longue durée, en portant le taux d'abattement à 50%, mais conserve un abattement à 30% pour la location de courte durée. Le scénario 3 se distingue quelque peu des précédents, car si, à l'instar des 4 premiers, il prévoit également de supprimer l'appartenance des LMNP à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux afin qu'ils soient imposés au titre des bénéfices fonciers et de mettre en place un abattement commun de 40% pour l'ensemble du régime micro avec un plafond de 30 000 €, il n'en est pas moins l'unique cas de figure dans lequel le mécanisme de l'amortissement ne serait pas supprimé au régime réel, avec la mise en place d'un amortissement forfaitaire annuel de 2% pour les déclarants réels, amortissement qui concernerait les loueurs de location nue comme meublée, mais uniquement pour les locations de longue durée. Alors, on le comprend aisément, ces propositions ont de quoi faire réagir, à tel point que l'on entend déjà parler de la fin du régime LMNP, et ce, dès 2025. Il convient toutefois de prendre le temps de relativiser ce que nous allons maintenant nous attacher à faire. En premier lieu, sur le délai nécessaire pour que des changements aussi importants soient mis en place. Rappelons-nous à nouveau que ces propositions sont regroupées au sein d'un rapport. Et pour que ce rapport aboutisse à un changement de la législation, il faudrait maintenant qu'un membre du gouvernement ou qu'un parlementaire se saisisse du texte et en fasse ce que l'on appelle une proposition de loi s'il s'agit d'un parlementaire ou un projet de loi s'il s'agit d'un membre du gouvernement. Puis que ce projet ou cette proposition de loi soit discuté par une commission. Puis que le texte soit ensuite successivement voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec, on s'en doute, de nombreux amendements à la clé. Et enfin qu'à l'issue de ce processus, les deux assemblées finissent par tomber d'accord sur un texte, ou à défaut qu'une nouvelle commission soit réunie pour trancher et délivrer la version définitive du texte. Au vu du temps que prendraient ces différentes étapes, en appeler à la fin du régime LMNP pour 2025 semble pour le moins alarmiste. D'autant que, et même dans l'hypothèse où un texte particulièrement défavorable au LMNP verrait le jour après un long processus législatif, se poserait encore la question du calendrier d'application de ces nouvelles mesures, car de tels changements ne pourraient être opérés du jour au lendemain, ce qui laisserait encore davantage de temps aux contribuables. Le rapport Lemeur lui-même envisage 2 possibilités de mise en place progressive des mesures qu'il contient. Un autre point à garder à l'esprit est qu'il est extrêmement peu probable que de telles propositions soient conservées telles quelles dans un texte de loi sans subir un très grand nombre de modifications lors de leur passage devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on a parfois tendance à l'oublier devant les mesures proposées, mais ce rapport, long de plus d'une centaine de pages, s'appuie en réalité sur un certain nombre d'observations et sur l'interprétation qu'en font ses rédacteurs, qui ne sera pas nécessairement du goût de tous. Et cela tant sur les chiffres utilisés que la lecture qui en est faite. Or, c'est sur ce point qu'il faut se rappeler qui est à la tête de ce rapport, la députée Anaïg Lemeur. Nous vous en parlions dans les premiers moments de ce podcast, et cela joue bien évidemment un rôle. Très investie dans le combat contre la location saisonnière, au cœur de sa proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue, il semblerait que la députée ait fait évoluer son objectif de la chasse à la location de courte durée en chasse au LMNP. Et, à ce titre, un certain nombre de chiffres présents dans ce rapport, et sur lesquels sont fondés les scénarios de réforme envisagés, semblent être interprétés uniquement à l'aune de la lutte contre les meublés de tourisme, alors même que le sujet est ici bien plus général, ce qui ne manquera certainement pas d'être pointé du doigt si un texte devait être débattu.
Ainsi, ce biais de lecture fera certainement réagir, comme les conclusions que livre ce rapport en se basant sur l'évolution du nombre de déclarants relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux entre les années 2017 et 2021. Le rapport pointe ainsi une augmentation de 52,4% du nombre de déclarants de revenus locatifs en BIC sur cette période, contre une baisse de 0,2% du nombre de déclarants au régime foncier. Sur la base de cet écart, le rapport semble pointer du doigt une forme de fuite des potentiels loueurs de logements vides vers la location meublée, touristique de surcroît, ce qui réduit donc d'autant le nombre potentiel de logements ouverts à la location à titre de résidence principale. Or, l'utilisation de ces pourcentages est largement à relativiser. D'une part, parce qu'ils ne rendent pas compte de l'écart de l'offre de location entre les logements meublés, qui totalisent aujourd'hui un peu plus d'1 million de déclarants, et les logements loués nus, dont le nombre est toujours d'un peu plus de 4,7 millions entre 2017 et 2021. D'autre part, parce que ce chiffre de 52,4% intègre l'ensemble des locations meublées. Or, à partir du moment où une personne pratique la location meublée, même pour une très courte durée, elle doit s'immatriculer et déclarer ses bénéfices industriels et commerciaux. Et cela comprend donc tous ceux qui procèdent à la location épisodique de leur résidence principale pendant leur absence, ainsi que ceux qui investissent dans les résidences-services. Cette hausse du nombre de déclarants doit donc être largement relativisée, contrairement à l'idée que le rapport semble sous-entendre, à savoir que la location meublée serait presque exclusivement à visée touristique et réduirait donc d'autant le parc locatif, et qu'un alignement de la fiscalité entraînerait presque automatiquement une augmentation de l'offre de location de longue durée, alors même que de nombreux nouveaux déclarants au régime BIC, qui louent leur résidence principale, n'ont aucune chance d'opérer un glissement vers la location de longue durée. Et sur le plan financier, si le rapport semble pointer du doigt un gain fiscal pour l'État en rendant la fiscalité de la location meublée moins attractive, cela ne sera pas non plus du goût de tous. En premier lieu, car sortir les LMNP du régime des BIC signifierait également la fin de leur assujettissement au paiement de la CFE, ce qui constituerait une perte. En second lieu, car créer un régime commun entre la location vide et la location meublée reviendrait à ne pas tenir compte des spécificités de l'activité de location meublée, dont les avantages fiscaux sont également justifiés par des charges plus importantes pour les loueurs, en raison de changements de locataires plus fréquents. En effet, le profil des locataires de meublés n'est, dans la plupart des cas, pas le même qu'en location vide, et les séjours sont souvent moins longs, même en location à titre de résidence principale. L'offre de location meublée pourrait donc s'appauvrir, mettant étudiants, professionnels en mobilité, jeunes salariés ou encore usagers des résidences-services en difficulté, sans garantie que cela soit au prix d'un report sur le marché de la location vide ou meublée de longue durée. Et ce sont d'ailleurs justement ces spécificités de la location meublée qui ont conduit le droit français à lui donner un statut différent de la location vide, statut qui, depuis sa création il y a plusieurs décennies, a été marqué par une très grande stabilité et un soutien constant de la part des parlementaires. Alors finalement, au vu de tous ces éléments, que faut-il penser de ce rapport ? Nous l'avons déjà évoqué, il n'existe aucune certitude quant à l'apparition d'une éventuelle proposition de loi ou du contenu réel qui pourrait figurer dans un tel texte, ni même de ce à quoi ce dernier ressemblerait à l'issue d'un processus législatif qui serait, dans tous les cas, particulièrement long. Et il suffit de regarder quelques mois en arrière pour se rendre compte que, au vu des oppositions soulevées par la rédaction de la loi de finances 2024, ou lors des votes successifs de la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue, alors même que ces textes ne touchaient que les meublés de tourisme, vouloir réformer l'intégralité du statut LMNP risque d'être compliqué. D'autant que les récentes élections législatives ont rebattu les cartes, en faisant émerger 3 blocs au sein de l'Assemblée nationale, dont l'équilibre s'avère pour l'instant instable, renforçant le poids que d'éventuelles alliances politiques pourraient jouer pour l'adoption d'un texte. Et l'on sait à quel point la matière fiscale n'est pas nécessairement la plus susceptible de former un consensus entre les différentes forces politiques présentes dans l'hémicycle. En ce sens, il peut être intéressant de remarquer que le pacte d'action pour les Français, transmis par Gabriel Attal le 12 août dernier au président de plusieurs groupes politiques, et qui contient une liste de propositions visant, je cite, à trouver le chemin d'une large convergence républicaine afin de continuer à servir utilement le pays et les Français, n'aborde pas la question fiscale de la location meublée. En effet, si ce rapport contient un volet portant sur le logement, afin de rendre les logements plus nombreux et plus accessibles, les mesures envisagées en ce sens ne mentionnent aucunement un changement dans la fiscalité. Au contraire, ce rapport propose plutôt de faciliter l'accès à la propriété des jeunes primo-accédants en les exonérant de frais de notaire, de favoriser la mobilité dans le parc social en donnant plus de pouvoir aux élus locaux pour le piloter, de faciliter la relation entre propriétaires et locataires par la création d'un bail flexible ou encore d'encourager les collectivités à convertir des bureaux en logements. Et plus récemment, c'est la députée Anaïg Lemer elle-même qui s'est exprimée sur le sujet en nuançant autant la portée que le contenu de ce rapport. Elle a notamment indiqué que certains calculs qui avaient mené à l'élaboration des propositions de réforme n'avaient pas été faits précisément et a remarqué que certains scénarios étaient insuffisants.
De plus, la députée a également rappelé que, quoi qu'il arrive, il serait nécessaire de ne pas agir avec précipitation dans le domaine. Si les loueurs ont donc bien évidemment tout intérêt à suivre d'éventuelles évolutions liées à ce rapport de près, rien ne sert à l'heure actuelle de spéculer sur la fin d'un régime qui, jusqu'ici, a fait preuve d'une grande stabilité. Et il vaudra mieux, d'ici la fin de l'année 2024, suivre les discussions sur le contenu de la loi de finances 2025, qui sera avant tout susceptible d'apporter des clarifications sur le futur de la fiscalité des meublés de tourisme au régime microbique, après les hésitations soulevées par la rédaction de la loi de finances 2024. Pour l'heure, nous espérons que cet épisode grand format vous aura permis de mieux comprendre ce rapport, mais également de relativiser son contenu, afin que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir suivre les éventuelles évolutions de ce sujet dans les meilleures conditions. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.